politiciens, parce qu'ils ont tendance à envenimer les situations et à, si vous voulez, provoquer la violence. Et on a d'ailleurs, on a déjà commencé à voir ça, puisque on a déjà à Gaza des militaires israéliens qui ont fait exploser des maisons palestiniennes en dédiant les explosions aux fans du Maccabi Tel Aviv. Donc, on voit déjà que le narratif qui consiste à dire qu'il y a eu un pogrom à Amsterdam se traduit par des actes de violence contre la population civile à Gaza. Et c'est pour ça que j'accuse les médias occidentaux, tous les médias traditionnels occidentaux et nos journalistes en particulier, de créer la violence et d'être des gens qui génèrent des crimes de guerre à Gaza. Je les accuse formellement parce que c'est exactement ce qui est en train de se passer. Et vous avez d'ailleurs une Israélienne qui a posté le média suivant. Elle a dit à propos de ce qui s'est passé à Amsterdam, ne vous en faites pas, les femmes et les bébés de Gaza vont payer le prix. Voilà. Ça, c'est ce que nous disent, c'est une militaire israélienne d'ailleurs. Donc on voit que le fait d'avoir un narratif qui fausse la réalité a des conséquences. Et ce n'est pas simplement un jeu. Alors évidemment, nos journalistes, ils aiment bien le sang parce que c'est ce qui fait vendre leur papier, leurs médias, si vous voulez. Donc on a ce côté un peu mercantile qui fait partie de leur culture, c'est-à-dire il faut vendre du sang, il faut vendre de la violence, et donc autant la provoquer quand on peut la provoquer. Ça, c'est c'est effectivement ce qu'on voit. Mais ça a des conséquences sur le terrain. Et c'est là où il y a quelque chose qui est absolument inacceptable ici. Alors, d'un autre côté, le narratif qui est exagéré, c'est pour ça que j'ai dit, je ne suis pas sûr qu'à la fin, tout ça soit un bon calcul. Parce que qu'est-ce qu'on a vu à Amsterdam? Eh bien, les gens ont été révoltés. Et la population d'Amsterdam s'est réunie et a manifesté dans la rue le lendemain. Ça, évidemment, nos médias ne l'ont pas montré, pour défendre la situation des Palestiniens. Donc, les gens ne sont pas dupes. Je pense que les journalistes sont des gens qui travaillent un petit peu, c'est des gens un peu unicellulaires, qui ont une seule neurone et qui ne réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez. La réalité est que les gens s'aperçoivent de ces mensonges et ça a l'effet contraire. Et ça a un effet vraiment très contraire parce qu'on voit de plus en plus dans le monde, pas seulement en Europe, mais on voit que la population aujourd'hui décide de, comment dire, pas, oui, boycotter, mais vous voyez, au Japon, par exemple, vous avez des hôtels qui n'acceptent plus les Israéliens. Et ça, c'est depuis le mois de juin. Et donc, il y a eu dans les médias internationaux, et notamment les médias, d'ailleurs les médias israéliens et les médias américains, eh bien, on a remarqué, même en Suisse, vous avez des magasins qui ne louent plus de matériel aux Juifs. Donc, on voit que le fait d'essayer à tout prix de vouloir de justifier les crimes d'Israël pousse le monde à se révolter, non pas contre Israël, mais contre les Juifs. Et donc, ça a des vraies conséquences. Et je pense qu'il faut lutter. L'antisémitisme, comme l'anti-islamisme, comme l'anti-arabe, comme tout ce que vous voulez, doivent être combattus. Comme tous les racismes, ça doit être combattu. Seulement, il faut le combattre intelligemment. Si on essaye de le combattre en inventant des histoires, les gens s'aperçoivent que c'est inventé et ça se retourne contre celui qui a inventé l'histoire. Et vous avez aux Maldives,
il y a, il y a des hôtels et des îles qui refusent les Juifs, par exemple, et ça a été évoqué à plusieurs reprises, y compris dans les médias américains, que certaines îles ne veulent plus d'Israéliens. Et puis même dans les médias israéliens, même le Ediot Ahronot dit le vilain israélien, ou oui, est-ce que les touristes israéliens sont les pires du monde? Parce qu'ils constatent que dans beaucoup de pays comme Chypre, la Turquie, la Thaïlande, le Pérou, l'Inde, la Grande-Bretagne et d'autres destinations, on ne veut plus de touristes israéliens. Donc on voit que les Juifs qui ont fait l'objet d'exclusion, hein, je vous rappelle que dans l'histoire, il y a à peu près 300 pays, 300 c'est plus que ce qu'il y a aujourd'hui parce que par le passé, il y a eu des pays qui ont disparu, mais il y a 300 pays qui ont expulsé les Juifs de chez eux. Pratiquement tous les pays du monde ont à un moment donné de leur histoire expulsé les Juifs. Alors je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas historien, mais quand je vois ce qui se passe aujourd'hui, je commence à trouver des éléments d'explication. Je ne sais pas si ce sont les bons. Mais vous voyez, je pense qu'il y a quand même quelque chose auquel on devrait penser. Lutter contre l'antisémitisme, c'est pas simplement interdire l'antisémitisme. Il faut comprendre, il faut que les gens se comportent bien. Les gens ne sont pas exclus parce qu'ils sont juifs. Le problème, c'est que ça va devenir comme ça. Le problème, les gens n'aiment pas c'est pas parce que les gens sont juifs qu'on les aime pas, mais c'est parce qu'ils se comportent mal. Et d'ailleurs, c'est aussi ce que dit cet article d'Ediot Ahronot. Il dit pas que le reste du monde n'aime pas les juifs, mais il dit que le reste du monde n'aime pas les Israéliens parce qu'ils se comportent mal. Et c'est la même chose pour nos gens du Maccabi Tel Aviv. Et voilà, de plus en plus, et c'était même Haaretz qui disait que de plus en plus, les touristes israéliens sont refusés partout dans le monde et on veut des zones libres de sionistes. Et c'est un peu ce à quoi on arrive. Donc, c'est un très mauvais calcul d'essayer de transformer la réalité. Je pense que si on voulait lutter contre l'antisémitisme, et je l'ai dit dans mon livre d'ailleurs, la lutte contre le terrorisme passe par la lutte contre l'antisémitisme, mais l'antisémitisme doit être combattu intelligemment, pas en forçant le passage, en disant vous devez accepter les juifs. Non, c'est en ayant des juifs qui respectent les autres, qui se comportent correctement, qui ne tabassent pas les gens, qui respectent les pays dans lesquels ils sont. Alors vous allez me dire, le Maccabi Tel Aviv, et comme je l'ai dit, il n'est pas le seul à être comme ça. On a, quand vous avez des championnats de football, vous avez les hooligans. Il n'y a pas que les hooligans israéliens qui sont comme ça, c'est un peu tout comme ça. Le problème, c'est que dans le cadre de ce qui s'est passé à Tel Aviv, ça a des répercussions sur le terrain en Palestine, et c'est là où le bas blesse, si vous voulez. Pour les autres, c'est tout aussi lamentable comme comportement de la part des hooligans, mais évidemment, ça n'a pas généralement pas d'implication sur des vies humaines. Et donc, je pense que c'est là qu'il faut voir. Mais on voit que tous ces événements ont des implications et auront des implications pour Israël, parce qu'au-delà du touriste israélien qu'on veut plus, il y a d'autres choses aussi qui sont en train de se passer. Vous voyez que, par exemple, aujourd'hui, l'Espagne interdit à des cargos qui vont vers Israël de venir accoster en Espagne. Et puis, vous avez même les Américains maintenant qui décident d'arrêter. Mais évidemment, ça, c'est pas un phénomène tout à fait nouveau parce que la firme Caterpillar qui fabrique les bulldozers qui sont utilisés pour détruire les maisons à Gaza, eh bien, vous avez des pays comme la Norvège, par exemple, qui ont décidé de retirer leur financement à Caterpillar, ou plutôt des fonds, parce que ce n'est pas le pays, ce n'est pas la Norvège, mais c'est des fonds financiers norvégiens qui ont décidé de se retirer du financement de Caterpillar, et c'est plusieurs millions de dollars, dizaines de millions de dollars, qui ont été retirés de la capitalisation de Caterpillar. Et ici, maintenant, la firme Caterpillar a compris
qu'elle devait, arrêter. Donc, on a ces 130 bulldozers qui devaient être livrés à l'armée israélienne ne le seront pas. Donc, il y a des implications et je pense que le calcul comment dire, forcer le trait sur ces événements de Gaza est un mauvais calcul. Alors, pourquoi il y a eu ces calculs? Et ça, c'est, je pense, important aussi de le dire parce qu'on s'est beaucoup demandé pourquoi il y a eu cette manœuvre quasi concertée pour changer le narratif des événements. Et là, on est dans les hypothèses parce que il n'y a pas de. C'est très facile de faire des théories du complot là-dessus. Alors, on va éviter de le faire, mais on s'aperçoit que l'insistance du gouvernement israélien pour faire passer les événements de Amsterdam comme un pogrom et d'essayer d'agiter le spectre de l'antisémitisme, comme l'a fait d'ailleurs le gouvernement français et l'Union européenne, traduit un peu le fait que le gouvernement israélien est actuellement un peu aux abois en Palestine. Ils n'ont rien atteint à Gaza en une année de massacre. Ils ont récolté davantage de mépris de la communauté internationale que de succès sur le terrain. Et la même chose est en train de se faire au Liban, où en plus de ça, l'armée israélienne est en train de recevoir quand même, semble-t-il, une petite déculottée de la part du Hezbollah. Les succès, Israël voulait un succès contre l'Iran, il ne l'a pas eu. Ses avions n'ont pas pu pénétrer ou très marginalement l'espace aérien iranien. Ils n'ont pas pu attaquer les objectifs qu'ils voulaient. Et par contre, l'Iran a fait exactement ce qu'il a voulu faire en Israël en s'affranchissant, peut-on dire, des défenses antiaériennes israéliennes. Donc, Israël est dans une position toujours plus défavorable. Et l'idée de ramener comment dire, l'attention du monde sur les pauvres Israéliens qui se font tabasser partout est une bonne idée, mais elle serait une meilleure idée si Israël se comportait bien ailleurs. Parce qu'aujourd'hui, le problème, c'est que ce discours ne porte plus. On n'est plus du tout la population européenne, pas les gouvernements, parce que les gouvernements, eux, sont corrompus, on aura l'occasion d'en reparler, mais la population européenne a très bien compris que Israël se comportait mal et méritait la critique. Et je pense que, de nouveau, dans une perspective de lutte contre l'antisémitisme, on devrait pouvoir critiquer Israël. Et on est dans une sorte de paradoxe que l'interdiction de critiquer Israël eh bien, fait qu'Israël ne se corrige pas, ne modifie pas son comportement et augmente l'antisémitisme. Et par ailleurs, quand vous critiquez Israël, vous êtes condamné, vous êtes critiqué comme antisémite. Donc on voit qu'on est pris entre deux feux. Si vous critiquez, vous êtes considéré comme antisémite, et si vous ne critiquez pas, vous provoquez l'antisémitisme. Alors chacun fera ce qu'il veut. Moi, je pense qu'il faut. Le problème, c'est que cet antisémitisme qui est créé, qui apparaît, est en train gentiment de grignoter Israël. Et je pense qu'Israël est en train, pas par l'antisémitisme traditionnel anti-juif, mais par le fait que le monde n'accepte plus un Israël qui se comporte mal. Et ça, c'est en train de détruire Israël. Et le fait de critiquer Israël, si Israël était prêt à la critique, c'est-à-dire s'il était prêt à accepter cette critique et à modifier ses comportements, eh bien, il assurait sa survie. Mais incapable d'accepter la critique, incapable de modifier ses comportements, je pense qu'Israël est en train de s'acheminer vers le désastre, voire vers sa destruction, pas sa destruction, mais sa disparition, parce que ou en tout cas sa disparition sur la scène internationale parce que les gens ne lui accordent plus le crédit qu'on lui accordait auparavant, tout simplement à cause de son comportement. Alors, vous choisirez s'il faut critiquer ou pas. Finalement, les effets à long terme de ne pas critiquer, c'est peut-être les effets que recherchent les Palestiniens.
C'est pour cela, peut-être ça explique l'absence de dénonciation d'agression des gendarmes français à Jérusalem dans des domaines gérés par la République française. On n'a pas entendu la classe politique française habituée à dénoncer les agressions physiques, etc. Malgré c'est une atteinte à la notoriété de la République française. Oui, mais ça, on a déjà eu les exemples. On a eu l'exemple avec Chirac il y a une vingtaine ou une trentaine d'années. On a eu le cas avec Emmanuel Macron en 2020, sauf erreur, où il a essayé de jouer les Jacques Chirac dans une situation équivalente. Là aussi, ça n'a rien déclenché du tout. Aujourd'hui, évidemment, dans la perspective du conflit en Palestine, eh bien, l'affaire de ces deux gendarmes arrêtés, et puis parce qu'il y a deux choses, hein, il y a l'arrestation des deux gendarmes, d'une part, et puis il y a par ailleurs le fait que la police israélienne est entrée armée sur un territoire qui est officiellement territoire français. Donc, on a ces violations, mais en réalité, de nouveau, le fait qu'il n'y ait pas, s'il y avait des réactions, on dirait ben, les choses sont normales. S'il y avait des réactions, eh bien, on serait, si ça avait été un autre pays, il y aurait eu des réactions normales peut-être, et il y aurait eu des protestations et les choses seraient normales. Le fait de ne pas traiter Israël comme un pays normal fait que tout ça s'accumule. Vous comprenez? Comme on ne règle jamais les problèmes, eh bien, tous ces problèmes s'accumulent. Et c'est un peu la situation dans laquelle se trouve, la situation stratégique dans laquelle se trouve Israël maintenant. C'est très bien de ne pas être critiqué sur le moment, mais ça, c'est tactique. Stratégiquement, le problème reste et continuera à être reproché à Israël. On continuera à lui reprocher dans 20, 30 ans, tout simplement parce qu'il n'a pas été résolu au moment où il aurait dû être résolu. Et c'est là où je pense qu'on fait un mauvais calcul, et je reviens sur la lutte contre l'antisémitisme, et c'est un mauvais calcul que de ne rien dire et que de laisser passer les choses. Il faut être juste dans ses critiques, mais il faut critiquer. Et il faut le critiquer, il faut mettre les protestations que l'on ferait à n'importe quel pays. Si on ne fait pas ça, tout ça va s'accumuler et vous allez voir que dans 20 ans, on va revenir avec cet exemple-là. C'est-à-dire que toutes les critiques vont s'accumuler jusqu'au jour où il y aura tellement de critiques accumulées que ça justifiera des opérations beaucoup plus grandes contre Israël et sa disparition. C'est ça le problème. C'est pour ça que dans la première phrase de mon livre sur l'opération déluge d'Al-Aqsa, j'ai dit, si on ne prend pas garde, Israël pourrait disparaître, parce que c'est exactement ce qui se passe. Et Israël doit être traité comme un pays normal. Il ne veut pas être traité comme un pays normal, et nos politiciens ne veulent pas le traiter comme un pays normal. Bon, c'est bien, mais ce faisant, ils sont en train de participer finalement à la destruction à long terme d'Israël, je pense. Donc, ce n'est pas une bonne chose pour Israël. Maintenant, pour les autres, on peut s'en féliciter peut-être. Merci, colonel Jacquebot. On passe à notre deuxième point d'actualité concernant les élections américaines. Trump a été élu avec une majorité confortable. Comment vous avez lu l'élection de Trump pour un deuxième mandat et quelles sont, d'après vous, les implications de cette élection sur les conflits au niveau international? Alors tout d'abord, il faut comprendre la victoire de Donald Trump. Alors quand je vois les médias français partir sur droite, il y a une sorte d'euphorie autour du fait que Trump est élu, etc. Alors, je ne sais pas si pour nous, c'est mieux ou moins bien que Kamala Harris. Pour les Américains, Trump est certainement mieux que Kamala Harris parce qu'elle était elle était nulle. D'ailleurs, je pense que c'est la première fois depuis très longtemps qu'une des candidates à la présidence est une candidate qui a été nommée sans avoir passé par une élection, si vous voulez. C'est quelqu'un qui avait été prise par… elle avait
elle avait participé aux élections présidentielles de 2016, si ma mémoire est bonne, et elle avait été exclue où elle était sortie de la course présidentielle parce qu'elle n'avait pas de soutien. C'est quelqu'un c'est la plus faible de toutes les candidates démocrates possibles, mais elle avait l'avantage, comme ancienne procureure de l'État de Californie, elle pouvait drainer l'électorat indécis ou les républicains modérés, si vous voulez, parce elle avait une politique assez ferme par rapport à la sécurité. Et je pense que c'est pour ça que Joe Biden l'a prise comme vice-présidente. Mais c'est certainement pas pour ses compétences. D'ailleurs, on a vu que quand le Parti démocrate a décidé, parce qu'il y a vraiment eu une sorte de coup d'État, on pourrait dire, pour retirer Biden de la candidature à la présidence et de le remplacer par Kamala Harris, on a très bien vu que Joe Biden n'a pas du tout apprécié cette manœuvre et il en a gardé une certaine rancœur par rapport à Kamala Harris. Et il avait, je pense, aussi bien compris que la Kamala Harris, alors Joe Biden n'était pas bon, mais au moins il avait des idées, tandis que Kamala Harris n'a aucune idée, elle avait aucune idée. Et puis c'est d'ailleurs pour ça que je pense que l'électorat s'est pas vraiment trompé de ce point de vue-là, et on va le voir tout de suite parce qu'il y a eu donc le vote des États qui a montré, donc le rouge c'est les républicains. Et on voit que pratiquement, à part la côte Est et la côte Ouest, qui sont traditionnellement démocrates, et puis les deux, le Colorado, qui est aussi traditionnellement démocrate, vous avez un basculement très net en faveur des républicains et donc de Donald Trump. Et on voit qu'au niveau des grands électeurs, il en a eu 312. Ce qui est assez considérable et qui est donc une majorité effectivement très confortable. Mais ça va plus loin parce qu'il a eu, quand on voit le vote populaire des républicains et des démocrates, eh bien on s'aperçoit que en 2024, pour la première fois, les républicains ont gagné le vote populaire. Donc aux États-Unis, et c'est la raison pour laquelle il y a les grands électeurs. Ça, en France, les gens le comprennent assez mal. Ils comprennent mal le système. Mais en Suisse, c'est un système qu'on comprend assez bien parce qu'on a un système qui n'est pas le même qu'aux États-Unis, puisqu'on n'a pas de président, mais on a aussi l'idée que les États qui composent la Suisse, les cantons pour la Suisse, les États pour les Américains, doivent aussi avoir leur mot à dire, sans quoi comment il doit y avoir les États et le peuple, mais le peuple doit aussi avoir son mot à dire, parce que sinon vous auriez des grandes métropoles, en Suisse par exemple, ce serait par exemple Zurich ou Genève, qui sont des grandes villes et qui pourraient influencer le résultat des élections au détriment du reste de la population parce que les autres cantons sont moins peuplés. C'est un peu la même chose aux États-Unis où on a des concentrations de population très importantes sur la côte Est, la région de New York et en Californie. Et par conséquent, ces deux régions pourraient influencer le résultat du peuple simplement parce que si on prenait le vote populaire. Donc il y a en plus le vote des États et on regarde la majorité dans les États. Donc on a ces deux votes qui doivent concourir. Et en Suisse, par exemple, quand vous avez un référendum, eh bien, quand c'est des référendums importants, eh bien, il faut ce qu'on appelle la majorité du peuple et des cantons. Et c'est un peu la même opération que font les Américains avec les grands électeurs. C'est un peu le même système adapté au système